Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Pour que les jeunes se familiarisent avec la prévention de leur santé, c'est un cri du cœur de l'Académie nationale de médecine face à une jeunesse qui, si elle prend conscience de l'importance de sa santé, reste bien en retard concernant la prévention. Le professeur Yves Lévy sera avec nous sur ce plateau pour en parler. En seconde partie d'émission, nous irons faire un tour au musée Carnavalet et plus précisément au cœur de sa section sculpture et patrimoine. On en discutera avec notre invité. Dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Buan nous emmène en Asie où la crise climatique menace l'éducation des enfants. Guillaume que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Nous vous en parlions hier, la crise du recrutement des enseignants s'enlise. Le concours attire de moins en moins de monde. Le gouvernement a lancé une réforme pour y remédier. Et bien, conséquence, les exigences du concours sont revues à la baisse. Oui, c'est Europe 1 qui nous l'informe. Il s'est procuré la liste des attendus du futur CAPES, le concours qui recrute les profs du lycée, mais du collège également, dans plusieurs disciplines. Ce nouvel examen, placé en fin de licence, s'inquiète en raison de la faiblesse des compétences demandées en mathématiques pour l'épreuve écrite, par exemple, la maîtrise de la théorie des graphes, une notion pourtant enseignant au terminal les plus exigées, ce que déplore justement Pierre Prirouet. Il est professeur de mathématiques, il est référent également pour cette matière au sein du SNES-FSU. On a des candidats chez qui on va plutôt détecter leur capacité à faire des exercices d'un niveau au lycée, à les faire bien évidemment, mais sans avoir la distance nécessaire par exemple pour répondre à l'interrogation d'un élève qui demanderait mais à quoi ça sert. C'est quand même un peu inquiétant. Même constat en histoire-géographie cette fois-ci, pas de questions problématisées, des intitulés qui sont plus vagues que prévu, la Grèce antique ou encore géographie de la France dans le programme des thématiques à connaître pour l'épreuve écrite, trop superficielle pour Joëlle Alazard, elle est présidente de l'association des professeurs d'histoire et de géographie. C'est un programme qui manque de précision. Ce qu'on redoute, en fait, c'est qu'on forme des enseignants qui ne soient plus en mesure de répondre aux questions des élèves, confrontés à des manipulations historiques. On a eu un exemple avec un collègue qui avait affirmé que New York était la capitale des États-Unis. Donc oui, ça, c'est gravissime. Il nous faut des professeurs suffisamment préparés. Notez que des sociétés savantes et associations de professeurs de langue ont rejoint la contestation. Il y aura une grande assemblée générale à la Sorbonne. Ce sera le 25 mai prochain. Il y a également une pétition qui est en ligne. Face à une situation difficile dans les écoles, le syndicat des enseignants des écoles maternelles et élémentaires a lancé un tour de France à vélo. C'est inédit, un cri de ralliement pour une éducation plus égalitaire et de meilleures conditions de travail. Peut-on lire sur leur site internet. Le départ a été donné hier à Roubaix dans le Nord et pendant 3 semaines, les enseignants vont donc parcourir 12 étapes qui correspondent à 12 thématiques différentes abordées avec à l'arrivée de chacune une conférence de presse, 12 départements traversés. Aujourd'hui, direction la Marne, entre Épernay et Reims. Écoutez à ce propos Vylande Métayer du FSU SNU IPP dans la Marne au micro de France Bleu Champagne. L'idée générale, c'était non pas de procéder forcément en cahier de doléances, mais à la fois de soulever les différentes problématiques qui viennent justement miner la profession, et en même temps d'être force de proposition, et donc du coup systématiquement de proposer quelque chose pour solutionner ce problème. Nous, on va parler justement des salaires, et notamment de la pseudo-revalorisation salariale qui a eu lieu en début d'année scolaire, qui, même si elle peut être intéressante pour certains de nos collègues, est surtout un trompe-l'œil, étant donné que les différentes propositions et les différentes primes qui ont été mises en place ne permettent pas de compenser ne serait-ce que l'inflation sur les 2 dernières années. Alors rendez-vous le 29 mai prochain à Paris devant le ministère de l'Éducation nationale pour remettre ce cahier des solutions à la ministre. Et ce mardi, à l'initiative d'un collectif, coup d'envoi d'un défi de 10 jours sans écran pour des milliers de jeunes. Jusqu'au 23 mai prochain, dans des dizaines de communes, des centaines de lycées, d'écoles, de crèches, de collèges vont proposer aux jeunes qu'ils accueillent de se passer d'écran de loisirs avec l'aide de familles, des associations ou encore des collectivités locales. Bref, pas de télévision, pas de jeux vidéo, pas de console ou de tablette ni de smartphone. Près de 500 structures sont inscrites, pas moins de 64 000 enfants concernés. Alors, quel est l'objectif? Réponse du docteur Lise Barthélémy, elle est pédopsychiatre à Montpellier, elle est membre du collectif Surexposition Écran, invitée de RMC hier matin.
Les parents voient à quel point leur enfant est plus disponible, il est plus agréable, il y a beaucoup moins de crises de frustration, notamment quand on arrête l'écran ou quand on doit faire des choses du quotidien. Et du coup, les parents sont les premiers à dire, mais en fait, je retrouve mon enfant, c'est beaucoup plus agréable. Ils ont envie de faire perdurer ça. L'idée, c'est que les parents prennent conscience de quelle place prend l'écran dans le quotidien et quel impact ça a sur leur enfant. Et quand ils s'en rendent compte, ça leur vient plus à l'idée de proposer l'écran tous les jours. Nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment un message de prévention. C'est vraiment les écrans, c'est le samedi et le dimanche après-midi, point. Et en bref, 30 députés de tous bords lancent aujourd'hui les travaux de la commission d'enquête sur les manquements des politiques de protection de l'enfance. Et les auditions ont débuté aujourd'hui avec le témoignage d'anciens enfants placés qui réclament de longue date cette réforme. Au cours des prochains mois, cette instance va chercher à faire la lumière sur les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance et ouvrir la voie à une réforme d'ampleur du secteur, selon les élus du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui sont donc à l'origine de cette initiative. Pour terminer, direction les États-Unis, à l'heure où l'on parle de plus en plus d'addiction aux écrans, eh bien un collège du Connecticut a mis en place un rituel tout particulier. Effectivement, depuis quelques mois, lors de l'entrée en salle de classe, les élèves sont tous invités à glisser leur smartphone dans une pochette magnétique qui va se verrouiller pendant les cours, et ce jusqu'à la fin de la journée. Une initiative lancée en décembre dernier. Un professeur d'histoire de l'école expliquait qu'il n'a confisqué en un mois qu'un seul smartphone, contre un par jour avant que l'établissement prenne cette règle. La mise en place de ces pochettes auprès de 800 élèves de ce groupe a toutefois un coût, 80 000 €. Les enfants qui récupèrent toutefois les téléphones à la sortie des cours. Merci Guillaume. YOLO, One Life ou encore On n'a qu'une vie, et bien des phrases faciles à dire pour les jeunes qui riront toujours du poncif de leurs parents ou grands-parents qui disent « tant que la santé va, tout va ». Mais cette dernière n'est pas si bête si la nouvelle génération a pris conscience des enjeux de santé, notamment de santé mentale. La France reste très en retard dans le domaine de la prévention. Alors comment éduquer les jeunes à la prévention de la santé? On en parle tout de suite avec notre invité. Professeur Yves Lévy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. On va parler d'éducation à la santé, de prévention aujourd'hui. On va parler de nos jeunes. La santé est l'un des sujets numéro 1 des Français. Il a été numéro 1 pendant très très longtemps. On parle maintenant bien sûr du pouvoir d'achat, mais enfin ça reste quand même un sujet extrêmement concernant pour tous les Français. Pourtant, il ne se ressent pas dans le cadre scolaire qui est le lieu d'éducation à la santé pour les citoyens de demain. Comment vous l'expliquez ? Justement, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire la santé est quelque chose d'extrêmement important, de fondamental. Et d'ailleurs, il faut se souvenir que chaque année, au jour de l'an, tout le monde se souhaite la chose la plus importante, c'est la santé. Et puis après, au cours du temps, dans l'année, on oublie un peu le fait que c'est ce qui est à la base de tout. Alors, la santé est partiellement éduquée à l'école. L'école apprend un certain nombre de choses qui sont des bases de la santé. Il y a aussi des actions de prévention qui sont menées dans certaines écoles, mais elle n'est pas considérée comme une matière à part entière au sein du système éducatif. Et donc c'est là où il y a un besoin fondamental de faire progresser les choses. Il faudrait, selon vous, à l'instar du français ou de l'histoire-géographie, avoir un enseignement spécifique de la prévention à la santé? Absolument. Un citoyen aujourd'hui qui sort de l'école et qui va devenir un adulte responsable doit savoir lire, il doit savoir compter, il doit savoir comment fonctionne la société. Il y a des éléments de base fondamentaux. Et cette santé dont on vient de dire qu'elle est fondamentale pour tout, parce que le jour où on n'a plus la santé, on s'aperçoit à quel point tout le reste s'écroule, elle ne figure pas à l'intérieur de l'enseignement comme étant un des éléments fondamentaux. Donc pour nous, nous considérons que la France et d'autres pays aussi, bien sûr, doivent former leurs citoyens à des choses aussi fondamentales que les mathématiques et la prévention en santé. De quelle manière on aborde la santé à l'école aujourd'hui? On le sait, on parle d'éducation par exemple à la sexualité, mais on le sait malheureusement, ces cours-là qui sont obligatoires, je le répète, mais ne sont pas vraiment réalisés. On parle en biologie un peu du corps humain et de la santé, mais comment on l'aborde réellement aujourd'hui? Alors il y a cette base qui consiste à dire comment fonctionnent des organes, le cœur, les poumons, le fonctionnement, la reproduction, ça c'est des éléments qui existent aujourd'hui. Il y a des interventions ponctuelles qui sont faites
par exemple sur les addictions, les drogues, sur la santé sexuelle. Donc il y a des choses qui sont faites un peu partout. Mais c'est de manière hétérogène, très hétérogène. Et c'est, je dirais, un peu dépendant de chaque école ou de chaque lycée ou collège, dans un ensemble qui est un ensemble très motivé, dans lequel les gouvernements ont dit il faut le faire. Avec des relais qui sont sur place, les infirmiers et infirmières dans les établissements, mais qui ne sont pas assez nombreux. Et donc finalement, on reste sur quelque chose qui est assez hétérogène, qui va se refléter dans l'état de santé de la population, qui n'est pas ce qu'elle devrait être. On va peut-être rappeler quand même, pour ceux qui nous regardent, à quel point la santé, c'est un domaine extrêmement vaste, surtout ce qui concerne nos jeunes, parce qu'on va parler évidemment de santé physique et santé mentale. La santé physique, on va parler bien sûr d'alimentation, par exemple, et on va y venir dans quelques secondes, de sport, de prise en compte de la santé, du suivi, évidemment, des maladies éventuelles, des virus. On l'a vu avec cette pandémie. Ça a été un moment très prenant pour tout le monde et très angoissant, bien sûr, pour beaucoup de jeunes. La place du corps, on en a parlé, les cours d'éducation à la sexualité et à l'amour. La santé mentale, bien sûr, de nos jeunes, qui est très préoccupante et qui a fait malheureusement la une des journaux. Est-ce que vraiment il y a une prise de conscience déjà des jeunes sur ce point-là précis, qui est la notion de santé mentale aujourd'hui? Alors, chez les jeunes, ça va dépendre de l'âge. On a tous connu l'évolution de notre jeunesse. Les enfants les plus jeunes sont très réceptifs, très intéressés à toutes les informations qu'on va leur donner. Là, c'est un âge où il y a une éponge, où on leur explique beaucoup de choses, et c'est vraiment une période riche pour leur apprendre. Après, quand on arrive au stade de l'adolescence, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que l'ensemble du système doit faire en sorte de pouvoir donner les éléments de base de la prévention aux plus jeunes enfants possibles, parce qu'après, ils vont en perdre une partie au moment de l'adolescence, puis ensuite retrouver, quand ils vont atteindre un âge un petit peu plus important, puis ensuite le stade adulte, ils vont retrouver les éléments qu'ils ont reçus. Et donc ces problèmes à la fois de santé physique et de santé mentale ne sont pas forcément perçus par les enfants, ils peuvent être un peu plus perçus par les parents, mais on l'a vu avec le problème du confinement et de la pandémie, qu'effectivement, ils sont très importants. Et les addictions sont forcément liées aussi à des troubles de personnalité, des troubles mentaux. Donc, si je vous suis, c'est comme la grammaire en fait. C'est des notions de base qu'il faut absolument acquérir très tôt, très jeune, pour pouvoir comprendre ce que l'on vit sur le moment en fonction des périodes de vie. Absolument, c'est le principe de la prévention. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il ne faut pas fumer, c'est mauvais pour la santé. Tout le monde sait qu'il faut faire attention dans les rapports sexuels. Il y en a plein Internet, il y en a plein les affiches, vous trouvez des informations dans les pharmacies. Donc on ne peut pas dire qu'on est dans un pays où il n'y a pas toutes ces informations. Et pourtant, on voit que dans les faits, la protection sexuelle diminue, les maladies sexuellement transmissibles augmentent, la consommation d'alcool est importante, la consommation de tabac, etc. Donc vous voyez, l'ambiguïté, c'est qu'il y a plein de choses de fait, mais que ces choses ne sont pas suffisantes pour pouvoir faire rentrer dans la tête des individus en France, enfin des futurs adultes, le fait que, ah oui, il faut faire de la prévention pour redonner une valeur à notre santé. Et si on parle de santé mentale, professeur, comment on fait de la prévention en santé mentale? C'est aussi une façon de pouvoir être très bien entouré, à la fois au sein de chaque établissement et au sein de sa propre famille? Oui, bien sûr. C'est toujours un couple. L'école ne peut pas tout faire, évidemment. L'école va pouvoir apprendre les éléments de base qui font que si on ne les respecte pas, à ce moment-là, la maladie peut arriver. Mais elle ne va pas résoudre tous les problèmes qui peuvent se passer dans le milieu familial. Donc là, il y a un ensemble de partenariats et d'écoute entre le monde enseignant, les infirmiers, infirmières scolaires, les autres personnels et les parents. À partir de là, c'est ce dialogue qui doit se bâtir. Mais on peut expliquer à l'enfant que s'il a peur de sortir, s'il ne veut plus faire du sport, un certain nombre de signaux doivent pouvoir lui éveiller le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il a besoin d'aller chercher de l'aide. Encore faut-il pouvoir avoir, pardon de vous couper, mais cette écoute surtout, parce qu'on le sait, il y a très peu d'infirmières qui sont constamment affiliées à un établissement en particulier, pas suffisamment de médecins, en tout cas beaucoup de médecins, mais très pris. Donc comment fait-on justement pour avoir une écoute à un moment où on se sent fébrile ? Ce problème de la présence des médecins et des infirmiers et infirmières dans les hôpitaux, ça fait longtemps qu'on en parle. Malheureusement, l'Académie de médecine avait déjà sorti un avis sur ce sujet très préoccupant. Donc l'écoute, elle va se faire obligatoirement à travers le dialogue avec ceux qui connaissent mieux leurs élèves, c'est-à-dire les enseignants. Ça veut dire que les enseignants doivent être formés
à cette partie qui consiste non pas à dire je vais enseigner aux élèves toutes les maladies. On ne peut pas transformer les enseignants en médecins. Ce n'est pas du tout notre vision. Notre vision, elle est de dire il faut que les enseignants soient formés à ces notions de prévention. Comment expliquer la prévention aux enfants? Et à ce moment-là, le message va passer, parce que c'est eux qui sont les plus formés, les plus compétents pour pouvoir le faire. Mais ce que vous préconisez, là, c'est carrément une discipline à part entière. Donc ce serait dispensé par qui, en l'occurrence par, Non, on peut pas dire on va pousser les enseignements pour coller une nouvelle discipline, ça serait trop compliqué. Il y a des enseignants aujourd'hui de SVT qui ont déjà cette fonction d'enseigner la biologie, le fonctionnement biologique en général, à qui il faut donner un petit plus pour pouvoir adapter à l'intérieur des enseignements tout au long du parcours. Il ne s'agit pas de faire une année d'enseignement. Il faut le faire depuis l'âge le plus petit sur une suite logique jusqu'à la terminale, en rajoutant à la suite des différents enseignements qui existent, toujours cette notion de prévention, qui peut d'ailleurs se faire entre plusieurs matières. On peut très bien avoir, et ça existe déjà, des partenariats entre plusieurs professeurs, où par exemple le professeur de mathématiques donnera des exemples de statistiques sur la santé, le professeur évidemment d'activité physique sera aussi associé. Donc là, plusieurs sont autour d'un ensemble dans lequel les infirmiers, infirmières, les médecins et les professeurs de SVT pourront insérer dans leur enseignement cette notion de prévention. Alors, on va revenir au premier pas vers la notion de santé, enfin le chemin, en tout cas, vers la notion de santé. Quand on est jeune, ce sont nos parents qui s'occupent de nous, qui s'occupent de faire nos vaccins en général. En principe, évidemment, et de notre état de santé. Mais à l'adolescence, il y a davantage, si je puis dire, de laisser aller. Alors, c'est pas forcément, j'accuse pas les parents, mais en tout cas, les enfants, les jeunes, ne se préoccupent un peu moins, si vous voulez, de leur état de santé. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est juste un ressenti que j'ai et que je prends moi en tant que journaliste? Non, c'est évident. C'est un âge où on a besoin de créer l'indépendance, on a besoin peut-être de ne plus écouter assez ce que disent les adultes depuis un moment. Donc, inévitablement, on voit... Je pense que j'ai été parmi ceux-là. À un moment, le jeune qui va dire « je ne vais pas faire ce qu'on me dit de faire » pour pouvoir montrer son opposition. Donc c'est pour ça qu'il y a une petite période un peu délicate dans laquelle, si on veut faire cet enseignement juste ciblé à ce moment-là, ça n'accrochera pas tellement. Mais la crise du Covid a changé peut-être la donne par rapport à cela. On s'est rendu compte qu'un virus dramatique pouvait paralyser un monde entier. Non, la crise du Covid, elle a accentué des problèmes de repli sur soi, de personnalité attachée aux écrans. Enfin, ça a ramené quelque chose qui est un petit peu une difficulté à aller vers les autres. Mais sur la globalité de l'ensemble, ça n'a pas tellement changé. Sur la prise en compte de la santé chez les jeunes, non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé tellement. C'est pour ça qu'il faut agir. C'est pour ça que quand on regarde l'état de santé général de la population, il n'est pas assez bon. Le taux de vaccination n'est pas suffisant. Pourquoi les gens ne vont pas se faire vacciner alors que tous les éléments sont là pour leur expliquer à quel point c'est extrêmement important. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels c'est le déclic intellectuel qui doit se dire « Ah mais oui, mais on m'a expliqué pourquoi c'était mauvais et je le sais ». Alors après, je peux, pendant une certaine période, ne pas faire ce qu'on m'a dit parce que je veux montrer que je suis un grand et que je ne vais pas suivre les conseils des anciens. Mais ensuite, ça va revenir. Et là... Il y a effectivement l'adolescence, mais il y a aussi la désinformation, il y a aussi les fake news, et puis il y a aussi la réalité de l'information avec le papillomavirus aussi, et un drame qui a eu lieu il y a quelques mois. Est-ce que les parents et aussi les jeunes ont-ils peur, par exemple, de se faire vacciner contre le papillomavirus? Non, pas les jeunes. Il y a une minorité de jeunes qui sont opposés à la vaccination. Et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire qu'une partie de la population n'a pas compris à quel point c'est extrêmement important pour la protection de la santé. La protection de sa santé et celle des autres. Parce que la transmission des maladies transmissibles, elle passe par nous pour repartir sur d'autres. Il y a tellement de gens dans le monde qui souhaiteraient avoir des vaccins, qui souhaiteraient avoir un système de santé comme on peut l'avoir. Et nous, on est dans un système où une minorité essaye de faire croire à des choses qui sont des infox, enfin des fake news. Et ça, il faut pouvoir lutter contre. Et pour lutter contre,
il faut rendre les gens le plus intelligents possible, avec un esprit le plus lucide et le plus objectif par rapport à toutes ces informations. Alors, parler de santé, c'est aussi parler de l'alimentation. C'est un domaine très important aussi dans le cadre de l'école. Les jeunes semblent assez conscients de l'importance de bien manger ou de mieux manger. Ou en tout cas, c'est un sentiment que j'ai. Sont-ils réfractaires aujourd'hui, davantage qu'avant, à la malbouffe, selon vous, professeur ? Bon, non, pas assez. Pas assez. Je pense malheureusement qu'il suffit d'aller se mettre à la sortie d'un supermarché pour voir les jeunes venir acheter leur nourriture à midi pour se dire qu'il y a encore besoin de leur apprendre un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas une question de prix, pardon, mais quand on parle de supermarché aussi, est-ce que ce n'est pas aussi parce que bien manger, c'est aussi cher ? Absolument. D'abord, il faut avoir envie de le faire soi-même. Donc il faut avoir la possibilité de rentrer chez soi, de faire à manger. Quelquefois, la malbouffe coûte pas assez cher. Donc effectivement, c'est une incitation. Et on le voit dans un certain nombre de pays, en particulier aux États-Unis, où c'est parfois plus cher d'acheter des fruits et des légumes que d'acheter des trucs tout faits. Donc oui, ça c'est un des éléments. Mais bon, on voit toute une série d'émissions de télévision qui intéressent beaucoup de gens sur la manière de bien faire à manger. Donc ça progresse. Mais bon... Est-ce que le problème de la sédentarité aussi et donc du surpoids chez les jeunes doit nous inquiéter à l'heure actuelle ? Oui, vous voyez, les différents sujets qu'on aborde, la malbouffe, la sédentarité, la consommation de drogue, il faut bien voir que ces éléments se tiennent. En fait, si vous êtes sédentaire, en général, la malbouffe est associée, donc arrive inévitablement le surpoids. Et ensuite, comment expliquer aux jeunes que les troubles qu'ils vont avoir apparaîtront dans 15 ans ou dans 20 ans. Ça, c'est une notion que le jeune ne va pas avoir. Si on lui dit ne fume pas parce que tu auras un cancer dans 30 ans ou dans 40 ans, ça ne percute pas beaucoup. D'ailleurs, c'est écrit sur les paquets de cigarettes. Donc, il manque quelque chose dans le déclic qui fasse qu'on explique à nos jeunes, voilà ce qui va se passer. Tu ne vas pas voir les gens tomber raides morts dans la rue parce qu'ils fument. Mais il faut que tu prennes conscience du fait que la malbouffe, la sédentarité vont te créer des troubles qui apparaîtront plus tard. Et ça, c'est très important. Et les plus jeunes sont réceptifs à ça. Le prix d'un paquet de cigarettes et effectivement l'allusion dont vous parlez, le fumer-tu, inscrit sur les paquets de cigarettes, n'a pas réussi à dissuader les jeunes, selon vous ? Pas assez, non. Non, c'est clair. Hein. C'est indispensable de le faire. Mais non, l'élément le plus efficace, c'est le prix. On l'a vu dans les statistiques, à chaque fois que le prix augmente, on voit la consommation qui baisse. Mais on ne peut pas faire plus que d'écrire en gros « fumez-tu » et pourtant il y a une banalisation derrière. Bon, alors là, il y a le problème de l'addiction qui est particulier, lié à la nicotine. Mais la malbouffe, tout le monde est au courant de la malbouffe. Il n'empêche qu'il y a le côté ludique, le marketing qui font que face à cette force de pression qui est envoyé vers les jeunes en disant « va consommer ça parce que tu seras jeune », il faut quelque part qu'il y ait un endroit de référence qui dise « méfiez-vous, on ne veut pas vous gâcher la vie, on ne veut pas vous interdire tout, mais pensez que votre santé, c'est ce que vous avez de plus précieux ». Et donc, il faut intégrer ça pour dire « ne gâchez pas toute votre vie, mais attention, faites attention à un certain nombre d'éléments », et ça s'appelle typiquement de la prévention. Toujours sur le côté alimentation, il y a de plus en plus de jeunes qui sont confrontés à la boulimie ou à l'anorexie ou à des phases de gros troubles alimentaires. Est-ce que ces situations doivent être repérées le plus tôt possible et surtout par qui ? Parce qu'au sein des établissements, c'est encore la problématique du personnel éducatif qui a un poids, un rôle très important à jouer et peut-être trop important. Non, pas trop important, il est fondamental. On l'a répété sans cesse dans l'avis, notamment dont je vous parlais de l'Académie de médecine sur les personnels de santé dans les établissements. Tout le monde l'a dit, c'est écrit, oui, c'est fondamental. Parce que c'est vraiment l'endroit qui doit être le point de contact de l'élève qui ne se sent pas bien, qui va trouver un répondant. S'il n'ose pas parler à son professeur, s'il n'ose pas parler à ses parents, il faut qu'il sache qu'il va pouvoir parler soit à l'assistante sociale, soit aux médecins ou aux infirmiers. Donc, c'est extrêmement important. Mais on sait combien c'est complexe pour un enseignant déjà de pouvoir exercer
comme il le souhaite, son métier de manière tout à fait digne. On sait que les conditions de travail sont compliquées. Ajouter effectivement une formation sur la prévention en santé, dont on sait qu'elle est essentielle, bien entendu, plus effectivement repérer les troubles chez les enfants. On voit que certains parents aussi sont réfractaires à cela, à une sorte d'intrusion dans la vie des familles. Comment faire pour que tout cela se fasse en harmonie et que ça fonctionne? Non, c'est effectivement un ensemble qui doit être cohérent et qui doit être construit. Les parcours éducation à la santé aujourd'hui font que les établissements doivent intégrer cette notion de santé comme un élément fondamental de l'ensemble, à la fois dans l'organisation de la vie de l'école, le bien-être à l'école aussi, et en même temps dans tous les éléments que vous venez de décrire. On ne va pas demander aux professeurs de SVT de faire tout ça, c'est pas possible. Donc, ça veut dire que renforcer la présence de personnel de santé dans les établissements, c'est un élément fondamental. Mais c'est possible ça, professeur? Est-ce que vous en discutez avec le ministère, avec le gouvernement? Oui, est-ce qu'ils sont réceptifs? Vous en avez discuté avec eux? Eh bien, on le fait. On le fait. D'accord. Et il faut absolument que ça bouge. On ne peut pas demander aux professeurs de tout faire, c'est pas possible. Et quand vous disiez rajouter aux professeurs une formation sur la prévention en santé, c'est pas quelque chose d'énorme. L'élément aussi à fournir aux professeurs sont des documents qui les aident. Et là, au niveau de l'Académie de médecine et un certain nombre d'autres personnalités, on est prêt à s'investir pour aider à fournir ces documents. Donc, c'est plus au niveau de la sélection des professeurs et de leur formation initiale, qu'on va rajouter un élément complémentaire pour prendre justement cette hauteur nécessaire sur le fait que ce n'est pas la maladie qu'il faut absolument traiter, mais c'est la prévention qui est très importante. Et rentrer ça dans la mémoire des enfants, c'est aussi rentrer dans la mémoire de l'enfant quand il va être futur adulte, futur père ou mère de famille, et ça ressortira forcément. À quelques semaines des JO, des Jeux paralympiques, forcément, la notion de sport qui est trop absente, on le sait, dans le débat public. On en parle bien sûr beaucoup en ce moment, mais en parlera-t-on autant en octobre prochain? On ne sait pas, en tout cas à l'école, c'est un vrai sujet. Les jeunes ne font pas assez de sport. Comment vous l'expliquez? Que les jeunes fassent du sport à l'école, on leur donne les heures. Donc, du coup, si on réduit les heures, il ne faut pas s'étonner s'ils n'en font pas assez. Là, c'est une question d'organisation générale. Mais la fameuse demi-heure par jour, elle n'est pas faite? Non, cette hétérogénéité, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Il faudrait qu'elle soit plus harmonisée, plus organisée. Maintenant, dire que les jeunes ne font pas de sport, il ne faut peut-être pas généraliser non plus, parce que alors vous me rassurez, beaucoup professeur, qui font de l'activité sportive aussi dans toutes leurs activités extrascolaires. Mais effectivement, à l'intérieur de l'établissement, c'est un des postes importants qui contribuent à la santé. Et on a voulu parfois faire porter un peu trop aux professeurs d'activité physique tous ces thèmes de santé. Non, il ne faut pas que ça soit que axé sur l'exercice physique, il faut aussi tous les autres éléments dont on a parlé tout à l'heure. La prévention à la santé, évidemment, qui est essentielle. Merci beaucoup, professeur Yves Lévy, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite. Le 17 mai prochain, c'est la journée mondiale de lutte contre les LGBT-phobies. Pour l'occasion, School TV vous propose une émission spéciale autour des actions de sensibilisation et de prévention. Comment lutter contre l'homophobie et la transphobie à l'école? Quel rôle pour les professeurs et quelle place dans les programmes? Patrice Boisfer répondra à ces questions dans Le Mag, en compagnie de ses invités. Franck Bocquier, formateur chez SOS Homophobie, Nicolas Faget, porte-parole de l'association des parents gays et lesbiens, et Timothée Curado, professeur et tiktoker. Rendez-vous dans Le Mag, le 17 mai, dès 9h30. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour
retour dans le grand JT d'éducation. Je suis ravie d'accueillir Juliette Tenré. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes conservatrice en chef du patrimoine, responsable du département des sculptures et du patrimoine architectural et urbain au musée Carnavalet à Paris. Un très joli musée. Pour ceux qui ne connaisseraient pas Paris, eh bien, il y a un monument historique, un monument emblématique situé dans le quartier des Halles. C'est la Fontaine aux Innocents. On va précisément parler de cette Fontaine aux Innocents parce que vous y consacrez une exposition. Alors c'est non seulement une œuvre absolument sublime, mais en plus qui a une histoire dingue. Est-ce que vous pouvez nous raconter, alors brièvement, parce qu'elle est très longue, mais l'histoire de cette Fontaine aux Innocents? Donc effectivement, la Fontaine des Innocents, donc, qui tient son nom en fait de la proximité qu'elle avait au moment de sa construction, puisqu'elle était construite juste à côté de l'église des Saints-Innocents. Donc c'est le quartier qui correspond au quartier des Halles actuel, donc vraiment au cœur de Paris. Et donc elle est d'abord construite à l'angle d'un bâtiment, à proximité donc de l'église et du cimetière associé. Et en fait, elle va être amenée à déménager et à être modifiée 2 fois dans son histoire. La première fois, on est dans les années 1780. On est dans un contexte où on a décidé que les inhumations, les cimetières dans Paris intramuros étaient interdits. Et donc le cimetière des Innocents est démantelé, les ossements évacués, et on décide d'installer un marché sur l'emplacement de l'ancien cimetière. Et à ce moment-là, on reconfigure vraiment le quartier, on le remodèle, et la Fontaine des Innocents est transformée pour la première fois de manière très drastique, puisque de sa position à l'angle d'une rue, elle devient maintenant un édifice placé au centre de la place du marché. Et donc, son décor est complété et elle prend une nouvelle forme, donc une forme carrée qui est à peu près la forme qu'elle a aujourd'hui. Et elle sera déplacée une deuxième fois, cette fois-ci quand on construit les halles de Baltard, donc dans les années 1850, où de nouveau la modification du quartier amène à la déplacer de quelques mètres. Et cette fois-ci, elle est transformée légèrement, donc elle garde la même forme globale, mais son soubassement, la partie basse, est modifiée et elle est installée dans un square. Et alors, quel est le symbole de cette Fontaine des Innocents ? Alors, c'est une fontaine qui est vraiment une célébration de l'eau sous toutes ses formes. Donc, c'est une iconographie qui peut sembler un petit peu savante parce qu'il y a des références à l'Antiquité, etc. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez lisible. C'est l'eau qui est célébrée, donc à la fois l'eau des sources qui abreuvent les Parisiens. Donc, ce sont ces grandes figures féminines de nymphes qui portent des vases dont l'eau jaillit, qui ont des drapés en plis mouillés par l'eau, et d'autres reliefs donc, qui sont dans la partie basse et la partie haute de l'édifice qui là montrent des scènes de décors marins un petit peu fantastiques avec des tritons, des animaux marins imaginaires, fantastiques, etc. Donc, c'est bien là aussi où les rois célébraient leur arrivée à Paris après leur sacrement. Alors en fait, ça fait partie de cette histoire, effectivement, puisqu'en fait son premier emplacement, elle est à l'angle de 2 rues, la rue Au Fer et la rue Saint-Denis, qui est la rue Saint-Denis qu'on connaît aujourd'hui à Paris. Et en fait, la rue Saint-Denis, c'est la rue qui correspond au passage privilégié de la plupart des entrées royales. Donc à la Renaissance, c'est un phénomène qui prend un peu d'importance. Le roi, pour affirmer sa domination sur la capitale et puis ses liens en fait avec la municipalité parisienne, organise une grande cérémonie, souvent suite à son couronnement, mais ça peut être aussi suite à son mariage, comme ça sera le cas pour Louis XIV. Et donc la Fontaine des Innocents, qui est un projet de construction utilitaire, vraiment pour fournir le quartier en eau, se trouve à cet emplacement précis sur le passage de l'entrée royale d'Henri II, qui a lieu en 1549. Donc elle est construite en même temps que l'organisation de ces festivités, et c'est certainement pour ça qu'on lui donne cette forme très monumentale avec une loggia qui permet effectivement d'observer le passage du cortège. Ah oui, d'accord, c'est là où tout le symbole effectivement est né. Vous donc consacrez dès maintenant une exposition au sein du musée Carnavalet. Que va-t-on y voir? Est-ce qu'on va redécouvrir ces fameuses nymphes dont vous parliez justement, qui ont été sculptées notamment par Jean Goujon? Tout à fait. Donc ce qu'on découvre dans l'exposition, c'est toute l'histoire de cette fontaine, l'histoire de ce quartier qui est emblématique au cœur de Paris, et c'est aussi effectivement les reliefs originaux. Donc dans l'exposition, on a l'immense chance de présenter donc les reliefs de la partie basse de la fontaine qui eux ont été
retiré de la fontaine au début du 19e siècle, quand le débit d'eau est devenu très important et que du coup ils étaient menacés par l'écoulement. Et donc ces reliefs en partie basse, pour la première fois depuis le tout début du 19e siècle, sont présentés à côté de ces grandes figures féminines de nymphes qui, elles, étaient jusqu'à il y a quelques mois sur le monument, en place, donc dans le cœur de Paris. Et en fait, cette exposition, elle est née du projet actuel de restauration de la fontaine. Donc c'est une exposition qu'on organise au musée Carnavalet avec un des services qui a œuvré à la restauration de cette fontaine, la conservation des œuvres d'art religieuses et civiles. Et donc le comité scientifique qui a géré un petit peu la question de cette restauration a décidé que ces reliefs étaient trop endommagés par le temps, l'exposition aux intempéries, à la pollution. Et donc ces reliefs originaux ont été déposés, comme on dit, donc retirés de la fontaine et remplacés aujourd'hui par des copies pour stopper l'altération sur la pierre. Donc ce qu'on verra, c'est effectivement en comparant aussi les reliefs du bas et les reliefs des nymphes, que effectivement les reliefs des nymphes ont été altérés par ces 2 siècles supplémentaires exposés à aux intempéries et au temps qui passe. Mais effectivement, ce sont des originaux, donc. Exactement. Fantastique. On peut voir pour la première fois, effectivement, à hauteur de regard, puisque la fontaine est quand même un monument assez haut. Donc on ne les a jamais aussi bien vus que dans l'exposition. Donc à la fois des sculptures et en même temps des tableaux aussi. Tout à fait, puisqu'on essaye effectivement de montrer la place qu'avait cette fontaine pour Paris, pour l'image de Paris. Donc elle a été un monument assez emblématique très tôt dans les guides de voyage. Elle a inspiré les artistes, donc les sculpteurs, mais aussi les peintres. Donc on a vraiment une diversité d'œuvres présentées dans l'exposition. Alors quels sont les aspects les plus surprenants et surtout méconnus de l'histoire de cette fontaine des Innocents qu'on peut découvrir lors de la visite? Alors déjà, je pense qu'une fontaine comme ça, voyageuse, qui a été déplacée, remodelée, remaniée... Oui, parce qu'il faut imaginer effectivement les jonctions avec les sources en question, les sources d'eau. C'est ça. Donc ça permet de tisser plein d'histoires en fait, sur la manière dont l'eau arrive à Paris, comment c'est un enjeu. Ça a toujours été un enjeu de fournir de l'eau aux habitants et aussi l'importance qu'elle a effectivement dans le cœur de Paris, notamment toute l'époque où le marché des Halles puis les Halles de Victor Baltard sont un peu ce que Zola a appelé le ventre de Paris, donc vraiment un quartier très vivant, très important dans l'histoire des Parisiennes et des Parisiens. Et puis redire aussi qui est l'artiste, le sculpteur Jean Goujon. Tout à fait. Dont on parle trop peu. C'est Il y a une rue qui n'est pas très loin, enfin pas très loin, dans le 8e, mais enfin peu de gens... C'est un des enjeux aussi, c'est de faire redécouvrir ce sculpteur que... Les historiens de l'art, ceux qui ont travaillé sur l'histoire de la sculpture connaissent. C'est notre Michel-Ange à nous, en fait. C'est vraiment un de nos grands sculpteurs de la Renaissance française qui est malheureusement un petit peu tombé dans l'oubli. Et ce qu'on essaye aussi de montrer, c'est que finalement, il était au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle assez connu. Au point d'être l'objet de petites images publicitaires ou de représentations plus pittoresques. Alors là, on parle de Jean Goujon et effectivement du travail qui est fait sur la fontaine des Innocents. Je sais que le musée Carnavalet révèle énormément de pépites. Les Jeux Olympiques arrivent. Est-ce que vous consacrez aussi une exposition temporaire par rapport à ces JO? Alors, nous n'avons pas d'exposition temporaire à proprement parler, mais ce qui a été fait, c'est une sélection d'œuvres qui ont été sorties des réserves et donc placées dans le parcours avec un petit cartel spécifique avec les couleurs JO pour les identifier. Donc tout au long du parcours de visite, on retrace l'histoire de Paris et à certains moments, on aura ces petits repères avec des œuvres spécifiques liées aux JO. Liées à l'olympisme de manière générale. Pour en revenir effectivement au musée et à cette déambulation donc, pour cette exposition, pour le coup qui est temporaire, c'est ça, qui a lieu jusqu'à quand l'exposition sur jusqu'au 25 août. 25 août, sachant que la rénovation, si on dit ça comme ça, cette fontaine, c'est en juin 2024, je crois. Alors c'est ça, elle est quasiment achevée. On est vraiment là sur des parties un peu techniques, mais elle sera dévoilée et inaugurée sous sa forme restaurée en juin. La date précise n'est pas encore fixée, mais c'est pas encore fixé, d'accord. Mais tout ça est fait en concertation effectivement avec le musée Carnavalet et l'exposition que vous y proposez. Pour les plus jeunes qui vont se rendre à l'exposition, comment ça se passe? Est-ce que vous avez prévu soit une déambulation spécifique, soit un guide, enfin comment aux ateliers? Alors on a prévu plusieurs choses.
déjà, on a essayé d'intéresser tout le monde à la question de la restauration des œuvres, qui est un sujet qui intéresse globalement le public. En fait, on ignore souvent comment ça se passe. Donc là, on a beaucoup centré sur ça, puisque c'est en lien avec la restauration de La Fontaine. Et donc, dans l'exposition, on a un atelier de restauration qui a été aménagé pour la durée de l'exposition, donc avec des parois étanches, vitrées, avec des restaurateurs qui font partie en fait de l'équipe de restauration qui a restauré les reliefs originaux de La Fontaine et qui seront présents dans nos murs 3 jours par semaine pour restaurer des copies en plâtre anciennes qui datent du début du XXe siècle, des reliefs de La Fontaine. Donc ça, déjà, c'est un aspect, je pense, qui est assez didactique. Et donc, on a accompagné ça d'un certain nombre de films ou de dispositifs qui expliquent vraiment les procédés de restauration, pourquoi, à un moment donné, on fait ce choix de retirer une œuvre de l'espace public, etc. Donc ça, déjà, je pense que pour les visites en famille, c'est un aspect qui peut être très intéressant. Et sinon, spécifiquement, on a une démarche à Carnavalet en direction du jeune public. Et donc là, le choix qu'on a fait, c'est d'avoir des petits panneaux explicatifs donc, qui sont répartis dans l'exposition. Il y en a 14, si ma mémoire est bonne, qui sont répartis tout au long de l'exposition et qui éclairent une œuvre particulière pour que le récit puisse être raconté, en fait, adressé à des enfants donc d'âge scolaire qui lisent. On n'a pas fixé d'âge précis, mais qui peuvent aussi être utilisés par les adultes, parce que parfois on n'a pas envie de lire tous les textes et on a envie d'aller à l'essentiel, et qui sont illustrés par Miss Prickly, qui est l'illustratrice assez prisée du jeune public, puisque c'est elle qui est l'autrice de la série Mortelle Adèle, et qui a conçu donc des petits dessins humoristiques en lien avec les thématiques qu'on développe dans ces textes. Et vous voyez un engouement justement des plus jeunes pour le domaine de l'art en général et de la sculpture en particulier? Alors, là, sur l'exposition, on a ouvert il y a assez peu de temps, donc on n'a pas encore de retombées qualitatives, on va dire, sur le public qui visite. Mais de manière générale, moi qui m'occupe de collection de sculptures, je sais que la sculpture, c'est quand même un art qui est susceptible de beaucoup toucher le jeune public, puisqu'il y a quelque chose d'assez immédiat dans les formes, dans la manière de représenter les corps, peut-être plus qu'en peinture ou sur les très jeunes enfants, en tout cas. C'est vrai que les collègues qui sont dans des musées de sculpture du réseau parisien font beaucoup de choses aussi en direction des jeunes. Donc je pense que ça peut intéresser particulièrement. Et puis, on raconte une histoire. Donc là, on raconte une histoire au long cours et on a vraiment conçu l'exposition comme un fil chronologique où on emmène les gens pour leur raconter cette histoire mouvementée de La Fontaine. Et je pense que c'est quelque chose qui peut parler à tous. Alors, en dehors de cette exposition, qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre au musée Carnavalet, peut-être en exposition permanente, et redire en quelques mots, rapidement, mais l'histoire du musée? Alors oui, c'est un musée, c'est le musée de l'histoire de Paris, donc c'est d'ailleurs notre sous-titre, Musée Carnavalet, Histoire de Paris. Et donc le parcours permanent, il est organisé chronologiquement. Donc en fait, on peut découvrir toute l'histoire de Paris depuis la préhistoire jusqu'à nos jours dans un parcours où on a souhaité en fait mêler les techniques. Contrairement à des musées de beaux-arts, on n'a pas, par exemple, une section sculpture ou une section peinture, etc. Ici, on a vraiment un discours sur comment Paris s'est fait, la vie des habitants, enfin tous les aspects en fait de la vie quotidienne aux événements historiques. Donc on peut y retrouver des objets aussi. Exactement. Peinture, sculpture, du mobilier, mobilier. Des petits objets, des arts graphiques, des photographies. Donc c'est vraiment une grande diversité. Et ce sont des périodes d'histoire de France comme la collection révolutionnaire par exemple, qui est une des plus riches et qui est comme ça montrée par le biais des œuvres. Formidable. Merci beaucoup Juliette Tenré d'avoir été avec nous, conservatrice en chef du musée du patrimoine, du musée Carnavalet, responsable du département des sculptures et du patrimoine architectural. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On va retrouver tout de suite Guillaume Buan pour sa chronique. Place à votre chronique Vue à l'étranger, Guillaume. Vous nous emmenez aujourd'hui en Asie, où l'éducation de millions d'enfants est menacée par le changement climatique. Et plus de 100 records de température tombés au Vietnam en avril dernier. Tandis qu'une vague de chaleur a frappé il y a peu l'Asie du Sud et du Sud-Est, en Birmanie par exemple. Une journée avec 48 degrés, 44 degrés à Mandalay, la deuxième ville du pays, ou encore dans la capitale, 40 degrés à Rangoon, idem en Thaïlande ou encore dans les Philippines. Le continent asiatique se réchauffe plus rapidement que
la moyenne mondiale avec des vagues de chaleur qui sont plus fréquentes, plus longues et surtout plus intenses. Et cela a des conséquences évidemment sur l'éducation des enfants. Effectivement, au Bangladesh par exemple, pays de 171 millions d'habitants, depuis le mois d'avril, des chaleurs extrêmes ont causé la mort de plusieurs personnes. Les écoles primaires et religieuses ont fermé leurs portes. Pour cause, plusieurs étudiants ou encore un enseignant avaient fait des malaises. Les habitants décrivent un soleil qui brûle comme du feu et certains travailleurs s'adaptent, comme des personnes qui travaillent la nuit. À Manille également, on part du côté des Philippines cette fois-ci. 38 degrés 8 atteints avec des ressentis à 45 degrés. Le gouvernement qui a annoncé la suspension des cours en présentiel dans les écoles publiques. Pas moins de 47 000 établissements concernés. Les écoles privées et les universités sont toujours ouvertes. La crise climatique est déjà une réalité pour les enfants d'Asie de l'Est et du Pacifique, a averti l'an passé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Notez cet exemple également qui est très frappant. Il s'agit d'une adolescente de 13 ans qui explique que depuis la fermeture de son école, elle étouffe dans la seule pièce que compte sa maison au Bangladesh. Les coupures d'électricité sont fréquentes. Elle ne peut pas compter sur un ventilateur pour se rafraîchir. Une chaleur insupportable qui l'empêche par conséquent d'étudier correctement à la maison. Pour le directeur national de l'ONG Save the Children, non seulement les températures sont plus élevées, mais cela dure beaucoup plus longtemps. Auparavant, peu de régions étaient touchées par ces vagues, alors qu'aujourd'hui, eh bien, cela représente une grande majeure partie du pays. Alors, pour bien qu'on prenne conscience de la situation, à quoi ressemble une école en Asie, une école publique? Comment elles sont équipées? Alors, la majeure partie de ces établissements sont peu, voire pas équipés pour faire face à ce changement climatique. Les écoles situées dans les zones urbaines, par exemple du Bangladesh, sont souvent tout simplement surpeuplées. Peu ventilés. Dans les zones rurales, les toits en tôle ondulés peuvent transformer une salle de classe en véritable four. Et puis l'électricité pour alimenter les ventilateurs ne vient pas. Au Bangladesh, toujours, et ailleurs, les élèves marchent aussi plusieurs heures pour pouvoir se rendre à l'école. Aller-retour à la maison, ils risquent ainsi l'insolation. Oui, évidemment, mais ces fermetures d'école à répétition risquent d'avoir de graves répercussions, évidemment, sur leur avenir. Effectivement, puisque certains des parents sont obligés de déscolariser leurs enfants. Pour les enfants qui sont notamment issus de communautés pauvres et vulnérables, qui n'ont pas accès à différentes ressources. On pense à l'ordinateur, on pense à Internet, on pense même à des livres ou encore à un domicile décent, parfois laissé sans surveillance par leurs parents, qui n'ont pas les moyens de rester avec eux. Ils ont plus de chances également d'être victimes de trafic ou encore contraints de travailler, voire de se marier et d'arrêter les études. Le changement climatique qui menace aussi la scolarisation de manière indirecte, comme je l'évoquais. Des recherches, par exemple, ont conduit l'UNICEF en Birmanie à montrer que la pénurie des récoltes causées par la hausse des températures et puis surtout l'imprévisibilité de la pluie, les familles vont déscolariser carrément les enfants pour qu'ils les aident, faute de moyens de payer également les frais de scolarité. On a certains pays riches qui essayent malgré tout de s'en sortir. Alors on va prendre un autre exemple, on va partir du côté du Japon où il y avait la moitié des écoles publiques qui étaient climatisées. Bon, depuis 2022, on a quand même 95% d'entre elles qui le sont. Les pays en développement ont donc besoin d'aide afin d'investir dans la modernisation de leur infrastructure. Avec l'arrivée toutefois des pluies saisonnières, on a eu un peu de répit. Malgré tout, on va le répéter une nouvelle fois, et ça vaut aussi chez nous comme partout dans le monde. Il va falloir s'attaquer, quoi qu'il arrive, à ce problème qui est le réchauffement climatique. Merci beaucoup, Guillaume. On va tout de suite retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Et cette semaine, son invitée est la chanteuse et ancienne candidate de la Star Academy, c'est Paola. On arrive à l'école, t'étais quel genre d'élève? J'étais un peu l'entre-deux En fait, j'aimais apprendre, mais j'avais des difficultés dans la concentration. J'avais tendance à un peu me dissiper toute seule. Et donc, je m'en sortais, mais j'étais en général un peu dissipée, un peu la tête en l'air, quoi. Mais par ce problème de concentration surtout, je pense. Est-ce que tu es des bonnes élèves? Ça va. En fait, j'ai toujours été dans le respect. J'ai jamais été trop à mettre le bazar dans la classe, mais j'aimais quand même beaucoup papoter. Forcément, j'étais un peu la... Toutes les filles. Voilà. Bavarde, quoi. J'étais la pipelette un peu au fond du rang. Mais ça dépendait des matières. Il y a des matières, vraiment, quand j'étais passionnée, je gobais les mots des profs. Et puis... Voilà. Et c'était quoi les matières qui te passionnaient? J'aimais beaucoup l'anglais, la philo, j'ai adoré. Mais on n'a eu qu'une année, donc au lycée. Les langues en général. C'est plus les sciences qui me posaient problème. Après les sciences littéraires. Exactement. Après, les sciences humaines, j'ai quand même été passionnée aussi, mais c'est plus les maths, en fait, qui étaient compliquées. Est-ce que tu gardes un bon souvenir de ta scolarité? Ouais, franchement, ouais. T'avais des bonnes notes? Ça va, j'étais dans la moyenne, en fait. J'étais vraiment, même une moyenne basse, quoi, mais j'étais entre les 12 et les 13, quoi. J'étais là-dedans. Ça va.
Ça va. Ouais, mais j'étais bien, quoi. J'étais jamais catastrophe. Si je te demande un souvenir d'écolier, là, précis, d'écolière, à nous partager, qu'est-ce qui te vient en tête? Je sais pas, un souvenir... Ça peut être drôle. Ouais, bah moi j'ai un souvenir, ouais c'est drôle, j'ai un souvenir drôle avec mon prof de primaire du coup, Christian. J'étais déjà pipelette un petit peu, puis j'avais tendance à, je sais pas, à faire tellement attention aux gens autour que j'étais un peu une commère quoi, la commère du coin. Enfin j'étais un peu en mode, vas-y tiens, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais du coup un jour ce prof-là m'a pris un chevalet, il m'a mis devant, il m'a dit, je sais plus ce qu'il avait mis. Il avait mis la commère je crois, ou la concierge, je sais plus, pour dire si vous avez une question, voilà la concierge, elle est devant, et c'était ça, quoi. Et ce prof-là, d'ailleurs, quand je parlais, il nous jetait des gommes. Ah bon, c'est lui qui faisait ça? Il nous jetait des gommes, voilà, c'était vraiment le prof. Mais il était adorable, en fait. Il avait une technique... il était proche de nous, et en même temps, on avait un vrai respect pour lui, et il avait une autorité naturelle, quoi. Donc... c'était drôle. Mais c'était très drôle. En fait, je me retournais pour parler. Forcément, je sentais une gomme dans mon dos. Bon, bah, c'est le moment de se retourner et d'écouter, quoi. Mais c'était adorable. Enfin, j'en ai un très bon souvenir. Et ce prof-là, j'ai pleuré quand il a fallu le quitter, quoi. Est-ce que tu as gardé contact avec des professeurs? Je l'ai recroisé récemment, l'été dernier, ce prof-là, Christian, parce qu'il habite pas loin de chez moi. Mais on n'a pas un contact proche. Mais j'ai... Il n'y a pas des profs qui t'ont suivi, qui t'ont écrit pour te féliciter, qui t'ont dit je t'ai eu à l'école? Si, je crois que j'ai un prof de français, je suis plus sûre, qui m'avait envoyé un message, mais il y a plus longtemps que ça, quand j'avais commencé quand même à faire des choses en musique, mais pas forcément depuis la Starac. Mais voilà, après... Il n'y a pas eu de révélation post-Starac? Non, pas forcément. Pas forcément. À part ce prof-là, moi, que j'avais revu, qui m'avait félicité. Je crois que j'avais eu le droit à un message quand même par rapport à la Starac. Mais voilà. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Paola, pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Le premier mot de l'introduction est assez inattendu. Moi, je m'attendais à dramaturge, comédien, écrivain. C'est régisseur, et ça en dit long. Oui, ça en dit long parce que... En fait, Molière, je pense, était aussi connu finalement à son époque pour être le grand ordonnateur des fêtes royales que pour être l'auteur parfois controversé, souvent célébré, de l'École des femmes ou du Tartuffe. Et en fait, je pense qu'on a commencé par ce mot-là ainsi qu'écrivain de plateau, c'est-à-dire immédiatement après le terme de régisseur, on avait pensé à l'appeler même le régisseur idéal. Idéal au sens où il propose aussi un idéal de maîtrise de l'action théâtrale, de sa fabrication de l'action théâtrale. Il propose un idéal à toutes les générations qui l'ont suivi. Et beaucoup s'en sont réclamés, comme Jouvet, comme au XXe siècle, comme Dulin, comme Copeau, toute cette génération qui a renouvelé le théâtre, qui a voulu revenir à la pureté finalement de l'acte théâtral et à sa profondeur, est revenu à Molière. Vous avez parlé aussi de la triche. Est-ce que peut-être que cette méfiance ou cette prudence, elle s'explique aussi par le fait que les élèves ont peur justement de se faire prendre ou de voir dans leurs travaux qu'ils remettent à leurs enseignants, dans leurs examens, une aide potentielle de ChatGPT comme une triche ? Oui, alors ça c'est de la même façon. Alors certains vont malheureusement assumer de l'utiliser, vont aller jusqu'au bout du rendu du travail en utilisant des IA et sans le déclarer. Donc là c'est à leur risque et péril. Mais certains autres, effectivement, voudraient pouvoir l'utiliser, mais ne savent pas ce qui peut être autorisé. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour dire qu'on l'a utilisé, quelles sont les limites de l'acceptabilité en fait de cet usage. Voilà, tout ça, et ça montre bien qu'il faut absolument faire un objet de réflexion. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une dimension un peu culturelle aussi, qu'il y a un truc un peu propre pas forcément une spécificité française, mais par exemple, à contrario, je pense aux États-Unis, où on parle très volontiers du succès des gens, de la réussite, où on apprend aux enfants à parler de leur succès et plutôt du positif. C'est vrai que les cultures impactent fortement notre confiance en nous. L'appétence à la confiance individuelle au collectif, déjà. Aux États-Unis, on travaille beaucoup en collectif. On a beaucoup de travail où on valorise la participation de chacun à l'objectif collectif. On est fier des succès qu'on peut avoir. En France, c'est vrai que parfois, le succès, ça crée de la jalousie. Ou oser lever la main pour dire « moi, j'ai une
idée qui est différente. Il y a plein de gamins il y a qu'à voir la place de l'oral en classe. On sait que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, ça fait peur aux enfants d'oser lever la main, par dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ne serait-ce que cette petite prise de conscience que le désaccord, c'est bien. On fait un exercice qui s'appelle l'exercice du 6. On a une grande affiche avec un 6 dessus, on met la moitié des enfants à droite, l'autre moitié à gauche. On dit à la partie qui est de ce côté-là, dites-leur, expliquez-leur que c'est un 6. Et on dit à la partie qui est ici, expliquez-leur que c'est un 9. Et on les laisse faire. Et en 30 secondes, c'est la guerre. On arrête, stop, faites le tour pour voir. Et quand ils viennent là, ils font ah ben oui, là c'est plus un 6, c'est un 9. Et là c'est plus un 9, c'est un 6. Ben c'est pas un 9 ou un 6, c'est un 9 et un 6. Vous avez tous les deux raison. C'est un exercice qui vient d'où? Vous l'avez pensé? On a pensé l'exercice sur l'assertivité. Et avec un 9 et un 6, on fait 9 x 6, 9 plus 6, 9,6, 9. On invente des tas de trucs parce qu'on a tous les deux raison. Ça s'appelle l'assertivité. L'assertivité qu'on réserve souvent aux adultes, c'est défendre son point de vue en acceptant celui de l'autre. Et là, on arrive à faire du conflit ou faire du désaccord exprimé un facteur de création de valeur. Cette langue de Molière, on la cite souvent en exemple, notamment pour dire qu'elle se perd et qu'on ne sait plus manier la belle langue. D'abord, elle était critiquée à l'époque, la langue que Molière pratiquait, et puis elle est quand même assez loin du français d'aujourd'hui. D'ailleurs, il n'est pas stabilisé, le français, au XVIIe. Il commence, enfin, le Villers-Cotterêts, c'était un siècle avant, c'est pas non plus... Oui, mais il n'est pas si... C'est plutôt sa graphie qui n'est pas stabilisée. C'est pour ça que toutes les veines, mais on va pas s'apesantir là-dessus, mais toutes les veines querelles sur la réforme de l'orthographe, de toute façon, plus personne ne lit. Et heureusement, les pièces de Molière dans l'orthographe dans laquelle elles ont été éditées. Mais sa langue elle-même, il n'y a qu'à voir. C'est une langue qui est faite pour être entendue. Et en réalité, quand on va, que ce soit dans un petit théâtre d'amateurs ou à la Comédie Française, en passant par l'Odéon, on n'a aucun mal à comprendre. On comprend absolument. Parcourir votre dictionnaire, c'est aussi parcourir l'histoire des idées au XVIIe siècle. Par exemple, à la lettre C, j'ai la cabale des dévots, j'ai les calomnies, dont Molière fut victime, et puis j'ai la censure. Oui. En une minute, cabale des dévots. La cabale des dévots, c'est le parti dont Anne d'Autriche était sans doute la marraine et qui a fait bien des misères à l'auteur du Tartuffe. En réalité, là aussi, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais je vous renvoie au dictionnaire. Le besoin crucial de cultiver justement cette culture numérique à la fois chez les élèves mais aussi et surtout chez les enseignants pour leur permettre à la fois de comprendre et d'exploiter judicieusement le plus possible ces outils, non pas comme substitut au travail personnel, ça vous nous l'avez expliqué, mais plutôt comme des outils d'aide à l'apprentissage et à l'enseignement. Culture numérique qui, et formation quelque part, n'est pas assez poussée aujourd'hui dans l'enseignement supérieur en général, au-delà de votre expérience à l'université de Caen. Très clairement, c'est une situation très paradoxale. Je pense qu'on est tous conscients des enjeux, on va tous affirmer que c'est essentiel, que c'est prioritaire, et pourtant, dans la réalité, ce sont encore des domaines sur lesquels on investit très peu de temps et de moyens, et qui sont encore laissés, enfin je dis « il » au pluriel parce que ça me fait penser à l'éducation, aux médias, à l'information, c'est encore trop laissé au goût, aux choix locaux ou bien à des affinités d'enseignants, à des passions, à des engagements personnels, et c'est encore trop peu inscrit dans des prescriptions institutionnelles, oui. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre confiance plus jeune ? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce que je voulais faire, y compris des trucs assez fous. Enfin, je faisais des sports, je pourrais pu faire des sports à risque, du parachutisme. C'était pas un souci, il fallait juste que je fasse correctement. Et donc, j'ai communiqué et bien leur dire à chaque fois. Ouais, voilà ce que je vais faire, voilà le niveau de risque, voilà comment je vais gérer. Et donc ça, c'était intéressant. On m'a laissé faire, on m'a laissé prendre des risques. On m'a jamais dit non, surtout ne fais pas ça. On m'a dit ok, tu veux faire ça ? D'accord. Est-ce que tu as peur un petit peu ? Ouais, c'est quand même inquiétant de sauter dans l'avion. Ok, bah écoute, fais juste attention. Et j'ai trouvé que ça me permettait d'accepter cette peur et de l'utiliser. Donc ouais, j'ai eu cette chance-là. Et puis j'ai fait un métier au sein du RAID où on était en collectif, on bossait tout le temps en équipe, on gérait des enjeux qui étaient très forts, mais on est arrivé à le faire parce que justement il y avait de la confiance en nous, de la confiance dans l'équipe et de la confiance dans notre chef aussi. On savait que lui avait une vision un peu plus haute puisqu'il était dans la vision stratégique. On se faisait cette confiance, ces 5 levées de confiance en soi, dans l'équipe, dans la hiérarchie, dans la mission et dans l'histoire. On savait débriefer. Ça renforce le lien. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à la réalisation. Aujourd'hui, c'est Mani Pézèche, au son, c'est Héloïse Merlin. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Merci beaucoup, Guillaume, également. On se retrouve évidemment demain, toujours même heure, sur School TV. Ciao.
Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.